C'est quoi ce bordel? Et merde, la box! The box. You opened it. We came. It's just a puzzle box! Oh no. It is a means to summon us. I can't stop the way I feel. Things you do don't seem real. Tell me why, cause we're running out of time. Won't you ever set me free? This way to rise, killing me. She drives me crazy, like no one else. She drives me crazy, and I can't help myself. Bonjour, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, suite et fin de mon retour sur les publications Hellraiser chez Marvel Epic. Au cas où vous tombiez sur cette première vidéo sans avoir vu la première partie et que vous souhaitez commencer par le début, je vais essayer de vous mettre la vidéo quelque part dans le coin. Sinon, je tiens à repréciser que je ne suis pas bilingue à la base, donc il est possible que des erreurs ou des approximations se soient glissées dans cette vidéo. Aussi, comme pour la partie 1, j'ai occulté volontairement les deux séries de crossover avec d'autres licences afin de les traiter ultérieurement dans une autre vidéo. Sinon, je vais profiter de cette seconde partie pour vous présenter deux nouvelles sorties à peu près à la même époque, mais qui sont trop courtes pour faire l'objet d'une vidéo à part. Un programme chargé en perspective, donc lançons-nous dès maintenant si vous voulez bien. Luke Icy et Children of Fire sont deux courtes nouvelles parues entre le second et le troisième film dans des magazines promotionnels. Pour la première, elle est l'œuvre de Nicolas Vince, interprète du Cénobite Chatterer, et nous présente justement ses origines. Enfin, je devrais plutôt dire ses origines alternatives, car contrairement à ce que le deuxième volet nous avait montré lors de la scène de la mort du quatuor original, Chatterer n'est ici pas un enfant victime de la boîte, mais un acteur comédien de stand-up menant une vie quelque peu débridée avant de résoudre une configuration et de rencontrer ses futurs collègues. On y apprend aussi que c'est l'ingénieur lui-même qui s'est occupé de le transformer en membre de l'ordre, alors que la seule fois où on a pu l'apercevoir, il ressemblait plus à une créature errant dans le labyrinthe qu'à un chirurgien esthétique. C'est un détail qui sera corrigé dans la série de comics de 2011, où l'on pourra le croiser au détour d'un numéro, en train de forger une arme en se tenant sur ses deux pattes arrière. Mais nous en sommes pas encore là, donc revenons-en au sujet initial. Pour ce qui est de la nouvelle à proprement parler, elle est courte certes, mais reste assez bien fichue, Nicolas Vince jouant habilement avec le quatrième mur, en racontant son histoire à la première personne, nous plaçant dans le flou quant à ce qui est réel et ce qui relève de la pure fiction, allant jusqu'à demander au lecteur de prévenir Barker que l'ordre de l'entaille l'attend dans le labyrinthe. Bref, au vu de sa longueur, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais je recommande cette petite lecture fort sympathique à toute personne savant un minimum comprendre l'anglais, et ce même si elle n'a jamais été rééditée depuis sa parution originale dans le magazine Fear numéro 7, elle reste facilement trouvable sur le net, je vous mets les liens en description. La seconde nouvelle est quant à elle l'œuvre de Peter Atkins et est composée de 3 chapitres s'étalant sur une dizaine de pages, servant de prologue à Hellraiser 3, où nous comptons l'histoire des 3 individus qui deviendront respectivement le Cénobite cracheur de feu, Sidi Cénobite et Camerahead. Pour le premier, on nous raconte les origines de sa naissance jusqu'à son arrivée au poste de barman dans la boîte de JP Monroe. Atkins y évoque un poème se nommant Song of Metal and Flesh, titre qui reprendra un an plus tard pour son histoire dans la série de comics anthologiques Hellraiser. Vient ensuite l'histoire sur le personnage de Doc, assistant malgré lui à une séance de spiritisme qui tourne à la boucherie, et qui vient créer un lien avec Hellraiser 2. Je me garderai de vous spoiler cet élément, mais il est fort dommage que ce ne soit pas évoqué dans le film en lui-même, il y avait là le potentiel pour raccorder encore plus Hellraiser 3 avec son prédécesseur. Pour la dernière, on nous raconte la vie du DJ de la boîte se livrant à un trafic de drogue et étant témoin des pratiques sexuelles quelque peu extravagantes auxquelles se livre un de ses amis guitaristes. J'y vois encore là la preuve d'une possible intrigue abandonnée pour le film qui devait faire le parallèle avec la transe artificielle que les gens atteignent en prenant des stupéfiants et l'extase réelle que promettent les Cénobites à travers l'expérience de la chair. We have such sights to show you. Mais ça reste toujours des suppositions, donc je vais m'arrêter là. Au même titre que la précédente, elle est disponible uniquement dans son magazine d'origine, le Dread Summer Special numéro 1. Le site cenobite.com l'a posté gratuitement en ligne, je sais pas trop si j'ai le droit de faire ça, mais je vous ai mis le lien en description. Pour en terminer avec cette nouvelle, elle reste un bonus sympathique, quoique assez anecdotique, qui intéressera seulement les curieux et les personnes voulant prolonger l'expérience de visionnage du troisième film. Si tant est que des personnes souhaitent prolonger l'expérience, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de lui... Bon, je vais passer rapidement sur celui-ci, de une parce que j'ai déjà évoqué dans cette vidéo revenant sur le film en lui-même,
Et puis je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus en fait. C'est une adaptation tout ce qu'il y a de plus classique sans grande divergence avec le contenu du long métrage, en dehors de la confrontation finale avec Pinhead, où suite à sa fusion avec sa partie humaine, il disparaît tout simplement au lieu d'essayer de tuer Joey. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les dessins vont du passable au carrément moche, et si vous aviez espoir que cette adaptation en bande dessinée soit l'occasion pour les auteurs de nous proposer des scènes plus graphiques, ou encore, soyons fous, des scènes supprimées du montage ou du script original, eh bien vous allez très vite être déçus, car c'est le film en plus mou et avec encore moins de scènes. Et dire que les planches originales de ce numéro se sont vendues à plus de 600 $ aux enchères. Combien? Pour ce qui est du numéro en lui-même, il n'a jamais été réédité, donc si vous voulez vous le procurer, il va falloir mettre la main sur celui de l'époque. Mais à part pour les plus compétiteurs d'entre vous, passez votre chemin, car ça vaut clairement pas le coup de dépenser son argent là-dedans. Ah, on va enfin pouvoir découvrir ce que Barker nous réservait avec la série The Arrowverse. J'ai hâte de voir ça, ça va être génial. Attends Clive, c'est quoi ce bordel? Effectivement, si comme moi les 2 numéros servant de prologue à la série vous avez fait espérer que Barker occupe ici aussi le poste de scénariste, attendez-vous à être salement déçus. Il était en fait juste venu amorcer l'intrigue en présentant le concept des Arrowverse et de Mortemame, ainsi que l'élément pouvant conduire à une suite avec une des armes de la déesse tombant entre les mains d'un Pinhead désirant venger sa compagne, précédemment tuée par nos héros. Ah oui, on apprend comme ça, lorsqu'elle meurt, qu'elle était en couple en fait avec Pinhead. On y apprend aussi qu'il a des compétences en matière de sidérurgie organique si je puis dire, avec sa première apparition coiffée d'un masque de soudeur, en train d'assembler les corps de divers Cénobites tombés au combat afin de créer une chimère démoniaque. Donc exit Barker pour nous retrouver avec une série écrite à 4 mains pour ses 2 premiers numéros, avant de passer à un seul scénariste en la personne de Malcolm Smith à partir du volume 3. À la partie graphique, nous pouvons découvrir un vétéran du comic book en la personne de Jenny Colan, grand dessinateur ayant touché à tous les genres imaginables, du super-héros classique chez Marvel et DC jusqu'au western, la science-fiction et tout logiquement à l'horreur. Le monsieur ayant quand même dédié 63 ans de sa vie à l'industrie du comics avant de décéder le 23 juin 2011 à l'âge de 84 ans. Je me doute qu'aujourd'hui cela peut paraître vieillot pour certains, mais la série reste très lisible malgré son dessin que l'on pourrait qualifier de daté. Ainsi, nous avons droit à beaucoup de scènes d'action bien découpées, de sorte à ce que la lecture reste fluide et que notre œil ne se perde pas dans les myriades de cases composant une page. Si l'œil se perd pas, il aura cependant tendance à se fatiguer avec la narration qui peut paraître assez envahissante si vous n'êtes pas habitué au côté très verbeux des comics du début des années 90, et ce, même pendant les scènes dites d'action. Non mais je veux dire, regardez ça! Je sais bien que lors d'un premier numéro, il faut présenter l'univers, le contexte et les personnages, mais il n'y avait pas moyen de le faire autrement, comme par exemple en étalant la narration tout le long du numéro au lieu de nous balancer toutes les infos dès le début. Non mais regardez cette case! La narration prend plus de 50% de l'espace! Je me calme, on n'est qu'à la moitié là. Mais rassurez-vous, il semblerait que ce petit défaut vienne des autres scénaristes ayant travaillé sur les premiers numéros, car il tend à s'apaiser tout le long de la série avant de tout bonnement s'estomper quand Malcolm Smith se retrouve seul au poste de scénariste. Ou c'était peut-être tout simplement voulu de nous balancer les infos dans les premiers numéros afin que le reste de l'histoire soit le plus fluide? Je râle peut-être pour rien en fait. La seule véritable ombre au tableau est surtout un changement régulier d'encreur sur la série, ce qui donne des visages assez laids sur certains passages, et ce même pour des gros plans. Pour ce qui est de l'histoire, l'on retrouve donc nos Arrowverse chassant les Cénobites apparaissant sur Terre sous la surveillance de Mortemame. Mortemame qui, malgré son statut de déesse se battant contre l'enfer, n'hésite pas à menacer les différents membres du groupe de les décapiter en cas de refus d'obtempérer ou d'insolence. Elle est dans le camp du bien, certes, mais ça n'en reste pas moins la déesse de la mort et de la renaissance. Et puis il suffit de se pencher sur des récits mythologiques ou religieux pour se rendre compte que les dieux ne sont pas les êtres les plus cléments avec leurs fidèles. Et cette idée de déesse pas si pure et bonne, ça se marie très bien avec la nouvelle originale où rien n'était blanc ou noir, mais à plusieurs nuances de gris. Donc, pas de quoi s'indigner. Mais bref, un beau jour la déesse décide d'envoyer la troupe libérer les différentes âmes damnées en enfer. Quand je dis la troupe, ils y vont plutôt 2 par 2 afin de ne pas se faire repérer par les locaux. Mais n'est pas Solid Snake qui veut, et ils se font très vite remarquer, ce qui conduit Pinhead et le général Cenobite à élaborer un plan afin de mettre fin à ces escapades ainsi qu'à la vie de leur maîtresse. Je pense que vous l'aurez constaté avec ce court résumé ainsi que les images qui l'illustrent, mais la grosse différence entre cette série et les autres publications Hellraiser chez Epic, c'est son ton. J'ignore si ce changement est dû à une demande éditoriale, ou du fait du scénariste, mais force est de constater que la représentation de l'enfer ainsi que de ses créatures sont bien plus classiques que ce qu'on a pu voir ou lire jusqu'ici, que l'humour est plus présent avec le général et Pinhead s'envoyant des fions lors de leur premier échange. Bienvenue, général. Que me vaut l'honneur de votre présence? Vous le savez très bien, votre grâce. Vous vous êtes engagé dans une bataille contre les Arrowverse à mon insu, et sans mon consentement. Ils ne sont pas à prendre à la légère. Ils constituent une menace sérieuse pour notre sécurité. Et avec tout respect que je vous dois, vous n'êtes pas un tacticien. Moi, si. Ce que vous appelez vos créations ont échoué à 2 reprises face aux Arrowverse.
Échoué. Ce n'est pas un échec, général. Entre les 3 films sortis jusqu'alors, plus les intrigues vous mettant en scène dans la série mère, votre palmarès il est pas très glorieux, monsieur. Hein. Écoutez le général. L'on pourrait aussi parler des Arrowverse eux-mêmes ayant du mal à se coordonner lors des combats, finissant par se frapper entre eux, ainsi que les 2 jumelles de la bande ne savant pas se servir du lasso que la déesse leur a confié. La déesse aurait vraiment dû nous donner un manuel d'instruction avec cette chose. T'es sûr de les avoir bien choisis, tes élus, mamé? Ou encore le fait que les fluides corporels de nos héros deviennent brûlants au contact des Cénobites, ce qui fait que nos personnages se mettent à leur cracher dessus. Bon, pour ce coup-là, on peut y voir une métaphore sexuelle, ce qui est inhérent à la franchise, donc ça passe. Mais en revanche, l'angelot nommé Ovid, invoqué par Mortemame, dont le pouvoir est d'avoir des paix paralysant les Cénobites, et ce même dans les 2 numéros servant de prologue à la série. Merci Clive Barker, je suppose. Clive Barker presents. Après, la série traite tout de même de thèmes plus adultes, comme les conséquences qu'engendre une guerre sur la psyché humaine, avec par exemple le personnage de Dublin sombrant dans l'alcool, avant de trahir les siens afin de respecter les derniers vœux de son frère, défigurés par leur combat face à l'enfer. En bref, c'est une série plus grand public que les précédentes, mais qui ne trahit pas les fondements de la franchise, avec une histoire agréable à suivre et bien menée tout le long de ces 6 numéros, se concluant par un combat final épique où Mortemame prend des faux airs du Phoenix des X-Men. Bah oui, les X-Men! Les X-Men, Marvel Epic, Hellraiser... Ouais, excusez-moi, je commence à fatiguer là. La fin de la série laisse la porte ouverte à une possible suite, mais malheureusement celle-ci ne verra jamais le jour. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, car si vous désirez vous procurer cette série, elle n'a jamais été rééditée, donc la seule manière de l'acquérir est en réussissant à mettre la main sur le différent numéro de l'époque, ou de vous tourner encore et toujours vers le dieu Google. C'est pas dans mon habitude de conseiller ce genre de pratique, mais dans ce cas précis, il n'existe même pas un vieux TPB ou une quelconque offre légale en format dématérialisé pour les lire, donc faites avec les moyens du bord, comme on dit. Le seul regret que vous pourriez avoir, c'est de ne pas pouvoir profiter de l'indispensable couverture du premier numéro qui brille dans le noir. Ah, j'adore les années 90. Dernière série à suivre de la franchise à sortir sous le label Epic, elle se compose d'un total de 6 numéros parus entre 1993 et 1994 et se concentre comme son nom l'indique sur le personnage de Pinhead. Au scénario, nous retrouvons... Et les dessins sont réalisés en majorité par Dario Carrasco, qui, si j'en crois Internet, est surtout connu pour son travail dans l'ancien univers étendu Star Wars, et est remplacé le temps d'un épisode par Phil Gascoigne. Alors... par où commencer ? L'histoire déjà. Se passant en parallèle de la série mère et après The Arrowverse, Pinhead découvre lors d'un banal entretien avec un humain ayant ouvert le cube que les Cénobites commencent à disparaître sans laisser de traces. Disparitions qui sont plus qu'une simple mort, car c'est l'existence même des individus ainsi que les événements qui leur sont liés qui sont effacés. C'est le Cénobite Griotte que j'évoquais dans la précédente vidéo qui remarquera ce détail en observant la disparition de ces scarifications représentant divers événements liés à l'enfer et en annonçant que l'une d'entre elles prophétise un sombre destin pour l'ordre. Constatant le silence de Léviathan, certains d'entre eux commencent à remettre en question leur foi envers leur seigneur, obligeant Pinhead à se servir d'une machine construite par un Cénobite un peu spécial du nom de Lodivico Maria Sinistrari. Quoi ? Mais quel nom à chier d'or ! Allez, on va simplifier en Ludovico, hein. Donc Ludovico, inventeur d'un portail dimensionnel permettant à notre tête d'épingle de voyager dans le temps afin de trouver la source de ce phénomène. Sauf qu'une manipulation de Ludovico ayant plus ou moins fusionné avec la machine ne fait voyager que son esprit et non son corps, ce qui l'oblige à prendre possession de ses anciennes incarnations. Car oui, cette série, tout comme les longs métrages à partir du 3e film, fait de Pinhead la figure centrale de la franchise, et pas seulement en nommant la série à son nom ou en le faisant devenir son personnage principal, mais aussi à travers sa mythologie. En effet, on apprend dans cette histoire que le nom de Pinhead est en fait un titre que porte un Cénobite, devenant alors le bras droit de Léviathan, et que Elliot Spencer en est le 6e porteur. Le voilà alors obligé de sauter d'époque en époque et de corps en corps afin de remonter la piste d'un mystérieux individu du nom d'Aggregate, personnage souhaitant détruire l'ordre de l'entaille ainsi que le maître du labyrinthe. Cette poursuite ne sera pas de tout repos, le conduisant tour à tour à incarner un Sioux en 1879, un émissaire du Vatican en 1728, un prince maya en 627, un guerrier viking en j'ai pas trouvé la date, et enfin un Cro-Magnon pendant la préhistoire. D'ailleurs, j'ai peut-être sauté une bulle, mais ça choque personne l'aspect physique qu'il se tape, surtout lorsqu'il est au service du Vatican ou chez les Mayas. Vous me direz, c'est peut-être juste un lapsus visuel pour que le lecteur comprenne que c'est Pinhead. Enfin bref, passons. Bon, avec un speech pareil, on pourrait s'attendre au pire, mais étonnamment, l'ensemble s'en sort plutôt bien.
Les dessins, sans être extraordinaires, tiennent bien la route, et si la palette de couleurs donne à cette série une ambiance à des années-lumière des films, elle s'accorde bien avec le ton action-aventure à travers le temps de cette histoire. Bon, les tares de Chichester sont encore là, avec l'omniprésence de narration d'exposition qui prennent le pas sur des explications quant à l'arrivée de certaines situations, d'apparition de personnages, ou encore bien plus grave, l'explication de l'existence de l'élément clé permettant à l'antagoniste de mettre son plan en exécution. J'en reparlerai plus tard. Contrairement à la précédente vidéo où j'avais maltraité l'intrigue de Chichester sans donner d'exemple concret, je vais ce coup-ci vous en donner un. À la fin du numéro 1, apparaît un groupe d'individus qui ont tout l'air de cénobites. Alors la femme en est une, le soldat de l'Union avec les lames à la place des jambes en est un aussi, mais pas les deux autres. Tout dans leur aspect le laisse entendre, alors ils sont quoi? Eh bien on n'en sait rien. Et comme Pinhead ne reste dans cette époque que durant le second numéro avant de partir au XVIIIe siècle, on n'aura jamais la réponse. Mais pourquoi s'évertuer à nous faire nous poser des questions si c'est pas pour y répondre? Cela dit, ce manque d'infos est peut-être dû au rythme général de la série qui est extrêmement rapide, j'irais même jusqu'à parler d'un rythme précipité sur la fin, qui est sûrement dû à la fermeture du label Marvel Epic l'année de publication des derniers numéros, ce qui a dû obliger l'équipe artistique à boucler leur intrigue plus vite que prévu. D'ailleurs, j'ignore si ça a un lien, mais le staff de la série ira placer dans les crédits du dernier épisode une petite blague en nommant l'éditeur en chef de Marvel de l'époque, Tom DeFalco, au poste de Léviathan. Ah oui, c'est cocasse. Comme évoqué plus tôt, la série n'est pas avare en ajouts mythologiques, car en plus de l'histoire sur le titre de Pinhead, nous découvrons l'histoire de Ludovico qui est en fait une création du cénobite Orno, qui est pour rappel le créateur des Gardiens, mais qui a ici créé un humain destiné à devenir un membre de l'ordre sous la demande de sa hiérarchie. Alors oui, pourquoi pas, mais ça nous conduit inévitablement à nous demander pourquoi l'enfer s'emmerde à recruter des humains sur Terre s'ils ont le moyen d'en créer eux-mêmes afin de les changer en soldats pour Léviathan. Et j'ai juste dit que c'était un apport mythologique, hein, pas que c'était cohérent, hein. Pour le dernier élément, il va falloir que je spoil le dernier épisode, donc si vous souhaitez le découvrir par vous-même, je vous invite à sauter à ce timecode. This isn't for your eyes. Après une course-poursuite à travers le temps, Pinhead arrive à la préhistoire et se retrouve à devoir se battre avec son alter ego du néolithique afin de prendre possession de son corps. Malheureusement, étant plus doué pour les grandes tirades que la bagarre, il se fait défoncer, ce qui permet à Aggregate de mettre un home run à son adversaire dans la réalité. Ainsi, commençant à mettre son plan en exécution, c'est le moment que choisit notre auteur pour nous dévoiler les origines de notre antagoniste. Lorsqu'un être humain parvient à activer une configuration, il y a 3 dénouements possibles à sa rencontre avec les cénobites. Soit il est amené en enfer pour découvrir les joies du plaisir de la chair comme il ne les a jamais connues, soit il passe un pacte avec les cénobites en leur promettant plus de candidats pour le Léviathan, mais attention à ne pas essayer de les doubler, sinon... We'll tear your soul apart. Soit dans de rares cas, il est choisi pour être changé en serviteur de l'ordre de l'Entaille. Dans le cas d'Aggregate, c'est la solution numéro 1 qui fut choisie. Il était à l'origine différents individus souhaitant rejoindre l'ordre de l'Entaille, mais qui furent jugés bons que comme candidats à la damnation. Emplis de colère et de rage envers Léviathan, ils jurèrent vengeance, et par je ne sais quel miracle, tous les morceaux de leur chair parvenant à sortir des enfers s'aggloméra en un être difforme ayant pour objectif de rassembler des mécanismes de diverses configurations afin de détruire le labyrinthe. Alors très bien, c'est expliqué. Un peu tiré par les cheveux, mais ok. Par contre, comment ont-ils réussi à trouver un moyen d'assembler des bouts de puzzle afin de construire une configuration pour détruire l'enfer ? Eh bien, on apprend qu'en 1857, un ingénieur du nom de Ostland a mis la main sur différentes configurations qu'il a combinées tout en mélangeant de la sorcellerie avant de disparaître mystérieusement du jour au lendemain, laissant derrière lui un plan permettant de détruire l'enfer. Bon, on peut supposer qu'il fait partie des âmes dans Aggregate, mais ça aurait été sympa de nous l'introduire en amont du récit au lieu de nous balancer ça à la dernière minute. L'histoire se base justement sur les voyages dans le temps. Pinhead aurait justement pu croiser cet homme lors de son voyage, et ainsi ça l'aurait inclus proprement dans l'intrigue. Mais là, non seulement ça nous est balancé à la dernière minute, mais en plus c'est une narration qui vient nous donner l'info et non un personnage de l'histoire. Comprenez bien que c'est pas l'idée que je trouve mauvaise, c'est la manière dont elle est amenée en fait. Mais bref, Aggregate assemble les différents éléments qu'il a volés tout le long de la série, et là quelque chose d'inédit se passe, l'enfer est sur le point de perdre. Je vous parle pas de cénobites renvoyés chez eux, hein, ou de Léviathan qui pète un câble. Non. Là, une force inéluctable déplace Léviathan des enfers en le privant de pouvoir et le faisant apparaître dans notre monde. Regardez, même les membres de l'ordre, ils sont en panique, ils savent plus quoi faire. Léviathan nous a abandonnés. Nous sommes condamnés. L'ordre nous a quittés. Il ne reste que le chaos. Léviathan, reviens vers nous. Seigneur, sauve-nous. Mais faites quelque chose, envoyez des cordes, des crochets, je sais pas moi, essayez de retenir Léviathan, arrêtez d'être inactif, bordel. Et là, Pinhead débarque et dévoile un mécanisme qu'il avait subtilisé à Aggregate en 1726, provoquant un bug dans l'assemblage de notre antagoniste, stoppant net la destruction du maître du labyrinthe. Le cénomite se sert alors du feu afin de détruire l'installation d'Aggregate avant de le tuer,
Tout est bien qui finit bien, les Cénobites disparus reviennent à la vie, l'enfer retrouve ses ténèbres d'antan, les gentils ont gagné et... Attendez 2 secondes là, en voilà une qualité. On ne suit pas le camp du bien en fait. L'on devrait souhaiter que Pinhead échoue, mais en tant que lecteur, on souhaite qu'il réussisse. On nous humanise le personnage en nous le montrant avoir une romance avec une Cénobite. On le voit douter et implorer son dieu de l'aider. Et on le voit aussi se préparer le matin en enfilant sa tenue et s'enfonçant les clous dans son visage et... Attendez quoi ? La nouvelle originale nous précisait que les clous étaient enfoncés jusqu'à l'os. La nouvelle de Nicolas Vince aussi. Et le second film nous l'avait même montré. Pourquoi, Chester? Pourquoi tu fais ça au juste? Bon, au lieu de m'énerver sur des détails qui peuvent vous paraître insignifiants, je tiens à vous prévenir que cette aventure non sans défaut mais assez jouissif à lire a subi le même sort que la série The Arrowverse, c'est-à-dire que mis à part les numéros originaux, il n'existe aucune réédition à ce jour. Vous louperez ce coup-ci la couverture du numéro 1 qui est en relief et dessinée par l'artiste Kelly Jones ayant illustré ma trilogie de l'amour, la trilogie Batman Vampire. Alors, Hellraiser en comics chez Marvel Epic, bonne ou mauvaise chose? Eh bien plutôt bonne, comme vous avez pu l'apercevoir tout le long de ces 2 vidéos, ce qui était à la base un projet purement commercial a finalement abouti à la mise en place d'un univers étendu plutôt solide, avec un pôle artistique qui a réussi à tirer profit du média qu'est le comic book afin de nous présenter des choses difficilement réalisables avec les moyens mis à disposition pour la licence au cinéma, ou dans une hypothétique future série. Il reste cependant dommage que Barker n'ait pas participé plus que ça à l'écriture des scénarios, alors que si on se penche un peu sur le monsieur, on peut apprendre que c'est un passionné de bande dessinée. Mais cela aura au moins permis à d'autres auteurs d'apporter leur pierre à l'édifice, et certaines de leurs histoires resteront des petits bijoux que j'invite tout fan de la licence à découvrir. Si j'ai des regrets concernant ces séries, ce serait plutôt sur leur fin de publication que je trouve toujours un peu abrupte. J'aurais personnellement beaucoup aimé découvrir une série faisant suite à celle de Pinhead, exploitant le doute des Cénobites envers leur seigneur suite à la quasi-défaite qu'ils ont essuyée, et devant faire face au retour des Arrowverse en compagnie de Mort et Mamé. Mais l'année 1994 ne sonne pas seulement la fin de la série Pinhead, mais aussi la fin du label Marvel Epic, et donc des publications en comics Hellraiser. Les fans de la franchise devront se contenter de suites plus ou moins recommandables en DVD jusqu'en 2011, où l'éditeur américain Boom Studio récupéra les droits de la licence et lancera une nouvelle série sobrement appelée Hellraiser, avec ce coup-ci Clive Barker au poste de scénariste. Mais ça, ce sera pour une autre fois, je l'espère. C'est ici que nous nous quittons, en espérant que ce retour sur les comics Hellraiser de la période Marvel Epic vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que nos chemins se recroiseront un de ces 4. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao! Voilà pour terminer. Un bon gros morceau de feuille. Hein? C'est original.